Salut la compagnie. Bon, si vous suivez mes lives sur Twitch, vous le savez déjà, je suis actuellement en vacances dans les Alpes, d'où le cadre un petit peu différent, mais ça m'empêche pas d'avoir envie de faire des vidéos, et surtout de parler de The Last of Us, parce que là, on a eu un épisode 4 qui était vraiment très intéressant, très différent de tous les précédents, et ça je salue, alors je sais pas s'il faut remercier Naughty Dog pour ça, parce que c'est encore une fois une adaptation d'un jeu vidéo que je n'ai pas fait, donc vraiment c'est la découverte pour moi, ou alors s'il faut remercier le réalisateur qui propose des choses vraiment différentes d'un épisode à l'autre, mais là, on n'avait pas la Fedra, on n'avait pas les vilains zombies champignons, cette fois-ci on va avoir droit à une nouvelle menace, et elle vient du peuple, un peuple qui a l'air d'en vouloir un petit peu beaucoup à la Fedra. Alors je peux comprendre parce qu'on a compris avec les Lucioles et tout que c'était un nouveau régime dictatorial qui était arrivé à partir du moment où il y a eu l'apocalypse des zombies champignons qui est apparu. Et là, la ville dans laquelle que va traverser, malgré eux, parce qu'ils voulaient pas le faire, Joël et Ellie, le campement, le camp de quarantaine, est complètement niqué. Parce qu'il y a le peuple qui a repris le dessus, enfin c'est ce que je comprends en tout cas de ce qui se passe, ça se trouve c'est encore une fois quelqu'un qui impose une dictature, on sait pas, visiblement la nana qui est aux commandes, je crois que c'est Kathleen, elle en veut à mort à deux personnes, enfin surtout à l'une d'entre elles, parce que elle doit être responsable de la mort de son frère, puisqu'elle en parle comme ça, elle a tué le médecin de famille qui l'a accouché, enfin qui l'a fait venir au monde, tu te doutes qu'elle a bien la haine vis-à-vis de tout ça, et du coup Joël et Ellie vont se retrouver niqués dans cette ville, obligés de se battre pour survivre, et on va se rendre compte, grâce à cet épisode-là, alors déjà on va avoir un gros travail sur le fait d'améliorer la relation entre Joël et Ellie. Vous le savez, depuis le début, en fait, on sent que Joël est hyper distant avec elle, et je me disais au début que c'est parce qu'il avait pas confiance en elle. Et cet épisode-là montre qu'en fait, c'était pas un problème de confiance, c'était qu'il voulait la protéger. La protéger de la réalité du monde, vous savez, comme par exemple le moment où il veut pas aller dans le cimetière ouvert, où il y a tous les squelettes là, parce que il veut pas qu'elle voie ça. C'est rigolo parce que tu te dis, lui, il est pas innocent. Enfin, je veux dire, ça a été un mec qui a été du mauvais côté, à un moment donné, il l'a dit, il a vu pas mal d'horreurs, il pourrait décider de la confronter à tout ça, histoire qu'elle se prépare à la réalité du monde, et en fait, t'as l'impression que il veut la garder dans un cocon. Et ça, c'est pas du tout sa mission, parce qu'il arrête pas de dire « Ouais, t'es qu'une mission, t'es qu'un colis que je dois ramener », et dans les faits, tu te rends compte que c'est pas le cas. Et on le voit avec ce qui se passe à propos du pistolet. Parce qu'il a tout fait pour qu'elle ait pas de pistolet, et comme je l'ai dit, je pensais que c'était parce qu'il avait pas confiance en elle, genre, à un moment donné, elle va lui tirer une balle dans le dos, et puis voilà, il est mort et c'est fini. Et non, en fait, c'était pour la préserver, c'était pour la protéger de ce qu'entraîne le fait de tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il préférait se mettre en danger, et aussi la mettre en danger, hein, faut le dire, plutôt que lui donner un flingue pour qu'elle puisse l'aider. Et quand ils vont se retrouver bloqués dans cette ville, et que Joël va être en situation de danger de mort, elle va tirer sur le mec qui est en train d'étrangler Joël, et il va y avoir un moment très pathétique, si je puis dire, parce que le gamin, il dit que il entend plus, enfin qu'il sent plus ses jambes, qu'il peut plus marcher, que sa maman, elle est pas loin, enfin bon... Ça passe mal avec tu vas crever sale fils de pute d'il y a 20 secondes, tu vois, enfin je veux dire, ça me fait mourir de rire, le côté je veux te prendre en pitié pour réussir à survivre. Joël évidemment, il a pas confiance, donc il va la demander encore une fois à ce qu'elle s'éloigne pour qu'il ne la tue pas, enfin qu'il ne tue pas la personne devant elle. J'ai trouvé encore une fois que c'était un peu son esprit protecteur, et surtout ce que je trouve intéressant c'est que derrière ça, il va la retrouver, et ils vont discuter ensemble de ce qui vient de se passer. Il va essayer de la rassurer. De lui dire, il va pas l'engueuler pour le flingue. Je pensais qu'il lui ferait la remarque, et en fait, non, pas du tout. Parce que le flingue lui a sauvé la vie, il allait mourir étouffé. Et en plus, derrière, il est vraiment là à essayer de faire un peu le psy de comptoir, pour lui dire, voilà, tu l'as pas tué, c'est moi qui l'ai tué, t'inquiète pas, est-ce que tu veux en parler? Enfin, il a essayé de lui faire sortir les verres du nez, elle a pas dit grand-chose, elle a juste expliqué que c'était pas la première fois que ça arrive. Je pense que c'est par rapport à ce qu'on avait vu l'autre fois, vous savez, quand ils sont dans la station-service abandonnée, et qu'elle tue une personne dans la cave, là, voilà, une personne. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une personne? La personne qui était coincée en zombie, je crois qu'elle l'a tuée, et c'était un moyen pour elle de se dépuceler du meurtre, si je puis dire, même si c'est quand même différent, parce qu'il y en a un, il avait perdu toute humanité, et là, l'autre, il le suppliait de l'épargner, et il était encore bel et bien... en état, si je puis dire, même si c'était peut-être vrai qu'il avait perdu l'usage de ses jambes. Donc il y a ce passage-là où on sent vraiment que Joël est en mode protecteur avec elle, que j'ai trouvé vraiment cool, parce que c'est pas un truc qui arrive d'un coup. Des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais vous regardez une série, et des fois, il y a pam, il y a le déclic qui fait que, d'un coup, la personne va passer de « je suis pas aimable » à « je suis un amour ». Tu te dis vraiment, c'est l'événement qui change tout, et en fait, tu sens quand même le changement progressif au fil du temps. Et surtout, ça fait un peu foreshadowing, parce que du coup, tu comprends les réactions que Joël a eues précédemment.
et que c'était pas de la haine ou de la méfiance, c'était vraiment de la volonté de protection, de préservation. D'ailleurs, à la fin, il rigole même de la blague qu'elle fait, puisque elle a piqué un livre de blagues, et elle fait des blagues, mais nul à chier, clairement. Et au début, il dit rien quand ça arrive, et là, tu sens qu'il s'est un peu déridé, et quand elle va faire la blague de la colique, je crois, de la courante, il va rigoler. Ça m'a fait plaisir, en fait, de voir vraiment cette relation qui évolue, mais qui évolue de façon réaliste. Encore une fois, on va parler de ça, mais je trouve que tout cet univers et toutes les réactions des personnages sont très réalistes. Si on était dans un monde post-apo, ce serait chacun pour soi et Dieu pour tous. Ils seraient vraiment tous là à penser qu'à leur gueule, à tuer des gens si ça leur permet d'avoir une ration pour la journée. Les décors sont incroyables. Vraiment, je le répète à chaque vidéo, mais les décors sont incroyables de réalisme. L'autoroute qui est abîmée, la ville où tu sens que la nature a repris ses droits dessus. Vraiment, c'est très agréable de suivre Joël et Ellie dans leur road trip, parce que ça a beaucoup de sens. Et là, il va y avoir forcément une guerre avec les personnes qui ont pris possession du camp de quarantaine et qui ont dégagé la Fedra de là. Et les deux personnes qu'on voit à la fin, surtout, je pense que c'est les deux qui sont recherchés par le peuple, on va les appeler pour l'instant, parce qu'on n'a pas leur nom. Ils vont forcément faire ami-ami. Je le sens gros comme une maison. C'est vrai qu'au début, quand on voit, elle dit je recherche le mec, là, tu te dis qu'elle veut juste se venger de la mort de son frère. Quand tu vois les dessins dans la cave de super-héros, là, oh là là, je me suis dit, putain, c'est pas vrai, me dis pas que c'est un gamin qu'elle cherche. Bon, non, c'est pas le gamin, c'est visiblement son frère au mec qu'elle recherche. Et quand, à la fin, il se retrouve encerclé, enfin, pas encerclé, mais il se retrouve prisonnier, Joël et Ellie, des deux, là, tu sens qu'il va y avoir un truc, qu'il va y avoir pas un quiproquo, mais qu'ils vont comprendre que c'est pas leurs ennemis, et à ce moment-là, je pense que le peuple va arriver dans le bâtiment, et que du coup, ils vont devoir faire équipe pour lutter contre ces mecs-là. Il va se passer un truc comme ça, ou alors, il va se passer un autre truc, c'est cette bestiole, je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais à un moment donné, ils rentrent dans un bâtiment, et quand ils ouvrent une porte, il y a tout le sol qui est en train de bouger comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je croyais que le champignon, il attaquait que les humains. Il y a un humain qui est devenu un gigantesque monstre comme ça, parce que pour réussir, à moins qu'il y ait 400 zombies en dessous qui soient là à taper pour essayer de soulever, c'est un énorme truc qu'il y a là-dedans, et elle, la meuf qui est là, elle est tellement éprise de vengeance que elle s'en fout royalement, elle dit vas-y on me met en quarantaine, on encercle le bâtiment, on fait comme si de rien n'était, et on continue nos vies en cachant en cachant la vérité aux autres. Le vieux, il est gentil de la suivre, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être s'occuper des vraies priorités. Et la vraie priorité, c'est pas d'arrêter le mec là-haut, même si c'est vrai qu'il peut appeler à l'aide ses camarades et que les mecs peuvent venir, mais je pense que à partir du moment où le camp de quarantaine est fucked, il est terminé, je pense que la Fedra, elle laisse pisser, elle en a rien à foutre, quoi. Je veux dire, bah tant pis, le camp de quarantaine est mort, on en a d'autres. Eux, ils vont peut-être même pas survivre, parce qu'ils vont, ça va peut-être être l'anarchie entre eux. Donc on les laisse s'entretuer, et puis voilà, nous on fait notre vie à côté. Donc je pense que même s'il avait réussi à prendre une radio et à appeler ses camarades, je pense que personne serait venu. Quoi qu'il en soit, je pense que tout va se décanter dans le prochain épisode. On va pas rester plus longtemps ici. Il va y avoir forcément un clash entre les personnes qui ont actuellement, qui prennent possession de la ville, et Joël, et puis les deux autres, là j'ai oublié leur nom. Ça se trouve, ils vont être dans la merde, et à ce moment-là, le monstre va débarquer, il va foutre un sacré bordel, ce qui va leur permettre de leur fausser compagnie. Mais là, je me dis qu'ils sont quand même dans la grosse merde, parce que ils avaient de la nourriture. Là, ils l'ont quasiment tout laissé dans le pick-up. En plus de ça, bah, ils se plaignaient déjà d'avoir 25 heures de route. Bah finalement, là, ils ont plus de voiture, donc ça va pas être 25 heures, ça va être des semaines. Des semaines de trajet, avec évidemment tout ce que ça peut impliquer de danger. Mais bon, ça va leur permettre de créer des liens encore plus forts. Et j'ai hâte de découvrir tout ça la semaine prochaine pour l'épisode 5. Et maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis sur cet épisode dans la zone commentaire, ou même sur ma review, sur les choses que j'aurais pu oublier, mal interpréter, ou sur un avis général sur ce que j'ai dit. Puis n'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!